Hypothèse numéro 12. L'attaque d'un animal marin. Son navire aura pu être attaqué par un animal marin, seul ou accompagné. Plusieurs spécimens répondent parfaitement au profil de l'agresseur. Le cérite géant, dont un individu vivant de plus de 70 cm de longueur a justement été trouvé près de l'Australie et qui fait maintenant partie de la collection du musée de M. de Lessert à Paris. Imaginez un banc d'un tel animal s'agrippant à la coque d'un navire. Celui-ci s'alourdit, prend de la gîte et finit par sombrer. Le tridacne ou grand bénitier de 300 kg comme on peut en voir un exemplaire dans le trésor royal de François Ier, lequel spécimen lui fut offert par la République de Venise. Un tridacne affamé d'une telle dimension ne ferait qu'une bouchée d'une frégate française. Le kraken, ou calamar gigantesque, poisson montagne comme le nomment les Scandinaves, ou encore appelé encornet géant par Linné, qui peut mesurer jusqu'à 30 pieds et peser 700 livres, est un sérieux client. Le capitaine Jean Magnus Dens certifie en avoir vu un près de la Chine en 1786, dont un seul bras mesurait 50 pieds. La seiche géante, dont la dimension du bras peut aller jusqu'à 54 pieds pour un corps de 12 pieds, Monsieur Bouillet, lieutenant de vaisseau, commandant l'Alecton, a eu maille à partir avec une telle bête, certes moins impressionnante par ses dimensions, mais non moins vorace, et son témoignage apporte de nombreux éclaircissements. Nous le retranscrivons ici tel qu'il fut consigné par Monsieur Sabin Berthelot, naturaliste, et communiqué à l'Académie des sciences en 1862. Commandant, la vigie signale un débris flottant par bâbord. C'est un canot chaviré. C'est rouge, ça ressemble à un cheval mort. C'est un paquet d'herbes. C'est une barrique. C'est un animal. On voit les pattes. Je me dirigeai aussitôt vers l'objet signalé et qui était si diversement jugé, et je reconnus le poulpe géant dont l'existence constatée semblait reléguée dans le domaine de la fable. Je me trouvais donc en présence d'un de ces êtres bizarres que la mer extrait parfois de ses profondeurs, comme pour porter un défi aux naturalistes. Plus loin, le commandant décrit le monstre. C'est un encornet colossal, son corps mesure 5 à 6 pieds de longueur. Les tentacules, au nombre de 8, ont la même dimension. Il est d'un rouge brique, son corps est très renflé vers le centre, ses yeux aplatis, glauques, grands comme des assiettes, fixes. Dans le combat, qui dura 3 heures, il vomit de l'écume, du sang et des matières gluantes qui répandirent une forte odeur de musc. Sa queue se termine par 2 lobes, ce qui caractérise le genre calmar. Notons que l'homme emploie le terme de combat, signifiant ainsi qu'il a été attaqué par la bête. Et le lieutenant Bouillet de conclure. Quoi qu'il en soit, cette horrible échappée de la ménagerie du vieux Protée me poursuivra longtemps dans mes nuits de cauchemar. Longtemps je retrouverai fixe sur moi ce regard vitreux et atone, et ces 8 bras qui m'enlacent dans leurs replis de serpent. Longtemps je garderai la mémoire du monstre rencontré par l'Alecton le 30 novembre, à 2 heures de l'après-midi, à 40 lieues de Tenerife. Outre la date et l'endroit précis de l'attaque, ce témoignage nous apprend que la bête aime les mers chaudes et qu'elle aurait donc très bien pu voyager dans le Pacifique Sud. Addendum numéro 2. De l'importance de mettre toutes les chances de son côté lors d'une telle expédition, et, dès lors, de l'attention que M. de la Pérouse aurait dû porter aux nombreux signes du destin apparus tout au long de son voyage. S'il avait observé les araignées, les grenouilles, les oiseaux nocturnes, les chiens, les chevaux, les lièvres, les poissons, les loups, les rats, les souris, les lézards, les serpents, les chauves-souris, le vol et le chant des oiseaux, leurs os, s'il leur avait coupé la tête, prélevé le foie, s'il avait découpé leurs entrailles, examiné leurs omoplates brûlées, s'il avait rompu un bréchet de poulet, nourri de grains une poule, s'il avait compté les écailles du plastron de la carapace d'une tortue, s'il avait écouté les coquillages, s'il avait écouté les cloches sonner, le chant du coucou, le croassement du corbeau, de la corneille, s'il avait fait attention à ses bourdonnements d'oreilles,
s'il avait observé les reflets de bougies traversant un ballon d'eau, leurs gouttes tombant dedans, celles d'huile flottant au-dessus, la cire fondue, les lampes et les flambeaux, la fumée d'encens, s'il avait observé les astres, le ciel, le vent, l'effet de l'air sur l'eau, les météores, les nuages, la neige, la forme des rochers, s'il avait regardé les arbres, leurs feuilles, celles du laurier, les plantes, leurs branches et leurs écorces, les sources, les fleuves, l'aspect de la mer et des vagues, le sable, si au moyen d'une baguette de sourcier ou d'un pendule, il avait ressenti les radiations émises par les sources, les mines, s'il avait été sous la pluie, les orages, la foudre, s'il avait brûlé du charbon minéral des objets, s'il avait observé les oscillations d'un anneau, s'il avait tiré une flèche, s'il avait planté des épingles ou des aiguilles, s'il avait coupé des bûches à l'aide d'une hache chauffée à blanc, fait fondre du plomb, s'il avait possédé un tamis, une boule de cristal, s'il avait conservé ses clés, s'il avait chauffé un fer au rouge, la lame d'une épée, observé le feu et les flammes, les cendres, s'il avait porté un bouclier, des bagues, des pierres précieuses, des perles, s'il avait jeté des cailloux au hasard dans le sable, du sel dans un feu, des baguettes, des pois secs, des dés, s'il avait joué aux osselets, aux dés, aux cartes, au tarot, à la smorfia, s'il avait écrit automatiquement, taché son papier d'encre, tiré au sort des lettres de l'alphabet, froissé une feuille de papier, s'il avait lu un texte au hasard, les lignes de sa main, s'il avait écrit ses questions sur des feuilles de figuier, s'il avait mâché des branches d'aquilée, des fleurs, des feuilles, s'il avait salé ses mets, s'il avait pelé des oignons, s'il avait jeté des blancs d'œufs dans l'eau, s'il avait bu un verre d'eau, un thé, du vin, s'il avait mangé des pommes, une omelette, du fromage, s'il avait examiné le marc de son café, s'il avait lu les messages contenus dans les biscuits avant de les déguster, s'il avait pétri de la farine de froment ou d'orge, observé les grains de blé puis cuit un pain, s'il avait fait attention aux rencontres imprévues, s'il avait aperçu son reflet dans les miroirs, s'il avait regardé son second bâiller, sa façon de s'habiller, le reflet de ses ongles, s'il avait observé les traits de son visage et de son front, ses yeux, ses pieds, ses gestes instinctifs, s'il avait écouté ses paroles inopinées, s'il avait épelé les lettres du nom, s'il avait étudié un crâne, la membrane recouvrant la tête d'un nouveau-né, son nombril, les symptômes des malades, leur matière fécale, s'il avait saigné, s'il avait observé les menstrues de son épouse, s'il avait invoqué les anges et les morts, leurs ombres, les prodiges et les monstres, s'il avait fait chuter un devin tournant sur lui-même, s'il avait connu un sommeil hypnotique, s'il avait interprété ses rêves, s'il avait compté les nombres, s'il avait rapproché une question d'un événement fortuit, il aurait su quel danger l'attendait au large de l'île de Vanikoro.